Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir un petit peu ce qui se passe réellement dans notre cerveau pendant une séance de méditation, ainsi que les effets observés au travers de différentes recherches en neurosciences réalisées ces dernières années. Et je vous dis à tout de suite. Bien alors sachez que j'ai mis dans la description de la vidéo les différents liens des études ainsi que quelques bouquins sur lesquels je me suis appuyé pour faire cette vidéo. Tout est dessus, tout est dans la description, allez jeter un petit coup d'œil, ça vaut le coup. Et bon, on va pouvoir commencer. Alors commençons déjà par nous intéresser à Wendy Asenkamp et ses collègues de l'université d'Emory à Atlanta qui ont fait passer en fait des IRM à un groupe de méditants expérimentés effectuant une méditation d'attention focalisée sur la respiration. La consigne était en fait d'appuyer sur un bouton à chaque fois que leur pensée s'égarait. L'équipe de chercheurs, ils ont pu du coup observer les différentes zones cérébrales actives avant, pendant et après le vagabondage des pensées. Ce qui fait qu'ils ont pu déterminer du coup un cycle composé de 4 phases. Donc cette première phase, bien sûr, c'est le vagabondage des pensées. Comme j'avais expliqué en fait dans la précédente vidéo, dans une séance de méditation, et ça c'est inévitable, nos pensées finissent forcément par vagabonder. Et en fait, quand on laisse libre cours à ses pensées, qu'on n'est plus concentré sur des événements sensoriels externes, c'est le réseau mode par défaut en fait qui rentre en action. Alors ce réseau mode par défaut, lui est composé du cortex préfrontal médian, du gyrus singulaire et du precuneus. Retenez bien ce mode par défaut parce qu'on va revenir dessus un tout petit peu plus loin. Donc la deuxième phase, c'est la prise de conscience en fait de la distraction. Alors à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle le réseau de séance qui prend le relais. Alors c'est des régions cérébrales qui s'activent systématiquement lorsque survient un nouvel événement, un événement digne d'intention. Là, c'est le cortex insulaire et le cortex singulaire antérieur. Alors la troisième phase, c'est simplement la reconcentration. Lorsque la personne en fait fait l'effort de se reconcentrer sur son objet de méditation, là on a 2 zones cérébrales du coup qui s'activent, le cortex préfrontal dorsolatéral et le lobe pariétal antérieur. Et la quatrième phase, c'est simplement qu'on est vraiment focus sur son objet de méditation, on est pleinement concentré. Là c'est uniquement le cortex préfrontal dorsolatéral qui reste actif. Donc du coup, petit récap de ce cycle. Alors première phase, vagabondage des pensées. Deuxième phase, prise de conscience en fait de ces pensées, de cette distraction. Troisième phase, reconcentration, dès qu'on fait l'effort en fait de revenir sur son objet de méditation. Et la quatrième phase, pleinement concentré, focus sur son objet de méditation. Alors bien que ce cycle en fait soit vraiment très présent lorsqu'on débute en méditation, et tout comme dans la vie quotidienne d'ailleurs, plus votre pratique en fait sera régulière, plus votre niveau d'attention sera plus élevé, plus stable, et surtout, moins ce cycle se répétera. Et vraiment, c'est là que ça devient super intéressant, c'est que plus vous allez méditer, moins vous allez errer dans vos pensées. Ce qui est franchement classe. Je m'explique. En fait, on sait aujourd'hui qu'on passe entre 45 à 50% de notre temps à errer dans nos pensées. 50% de notre temps où on n'est pas concentré sur la tâche qu'on est en train de réaliser. Ça, c'était une étude de Harvard, si je ne dis pas de bêtises. Mais une étude vraiment passionnante de l'université de Yale aux États-Unis, en fait, démontre que la méditation, d'une part, calme l'activité du cerveau, mais modifie l'activité du mode par défaut. En fait, les chercheurs ont observé une activité très faible du mode par défaut chez les méditants expérimentés, en comparaison à un groupe témoin non méditant, impliquant du coup une diminution des pensées quotidiennes, ce qui leur permet d'être dans l'instant présent avec beaucoup plus de facilité. Alors ce qui est vraiment génial en fait avec cette étude, c'est qu'elle démontre que la pratique méditative en fait peut modifier l'activité de l'errance mentale. Donc l'errance mentale associée à l'activité du mode par défaut. En une expérience en fait qui se rapproche, qui ressemble plus à un état méditatif, créant du coup un mode par défaut plus centré sur l'instant présent. Bon alors après toutes ces études américaines, revenons un petit peu en France, où comme le souligne en fait le neuroscientifique français Antoine Lutz, une pratique assidue de la méditation en fait se traduit par une réorganisation de l'activité des circuits cérébraux dédiés à la régulation en fait des émotions et de l'attention. Autrement dit, la structure et le fonctionnement du cerveau en fait se transforment avec la pratique, avec l'entraînement à la méditation. Prenons comme exemple le pianiste. En fait, l'aire cérébrale dédiée au mouvement des doigts va s'agrandir en fait au fur et à mesure qu'un pianiste apprend à jouer. Et les aires cérébrales que sollicite du coup un méditant se transforment avec l'entraînement méditatif, ainsi que toutes les connexions neuronales dans ces régions. Alors bonne nouvelle, il a été démontré en fait que 20 minutes de méditation pendant 3 mois engendrait déjà des changements structurels importants au niveau de l'hippocampe. Alors l'hippocampe en fait c'est une partie du cerveau qui est vraiment déterminante
dans le processus de la mémorisation, de l'apprentissage, la gestion et la production des états émotionnels, le positionnement spatial et aussi neurogenèse. En neurogenèse, simplement, ça veut dire que l'hippocampe produit de nouveaux neurones, de nouvelles connexions neuronales. Et au fil de votre pratique méditative, l'hippocampe va s'épaissir, en fait, se densifier. Alors bien évidemment, d'autres zones présentent des changements importants, comme le cortex insulaire, qui lui est notamment important dans la perception de la douleur. On a aussi un épaississement du tissu cérébral, du cortex préfrontal gauche, impliqué dans le traitement de l'attention, de la perception et des sensations corporelles internes. Alors depuis peu, les recherches en neurosciences nous auraient apporté une première explication possible de l'impact de la méditation au niveau moléculaire et au niveau de l'ADN. Il semblerait en fait que les séances de méditation pourraient impacter nos chromosomes et plus particulièrement les télomères, qui sont l'extrémité des chromosomes. En vieillissant, en fait, ces extrémités finissent par rétrécir jusqu'à disparaître un jour. Et d'ailleurs, on mesure la longueur des télomères pour voir le degré de vieillissement, la durée de vie d'une cellule, ainsi que le risque de maladie d'une personne. Alors, il semblerait que le stress et l'anxiété accélèrent ce processus. Alors maintenant, chez les méditants expérimentés, il s'avère que ces télomères sont plus grands que la moyenne, ce qui offre du coup une meilleure protection pour les cellules, ainsi qu'une plus grande chance de longévité. Alors dans l'immédiat, les études permettant d'attester l'impact de la méditation sur les télomères sont encore trop peu nombreuses, mais dans tous les cas, ça reste prometteur. Alors maintenant, intéressons-nous un petit peu à l'étude de Tania Singer, qui est une psychologue et neuroscientifique allemande, qui a réalisé en fait une étude sur 9 mois avec 332 participants. L'étude avait pour but en fait de vérifier si chaque type de méditation avait ses propres effets sur le cerveau. L'étude a été décomposée en 3 cycles de 3 mois, donc un cycle, un type de méditation. Donc il y avait le premier cycle qui était axé sur l'attention focalisée, le deuxième cycle axé sur les qualités socio-affectives, comme la bienveillance et la compassion, et le troisième cycle axé sur les compétences socio-cognitives, comme la prise de perspective. Et l'étude en fait démontre que chaque méditation apporte sa propre signature au cerveau. Alors la méditation par attention focalisée permet une augmentation de l'activité cérébrale dans diverses régions du cerveau impliquées dans la concentration, l'attention et une meilleure capacité à la prise de décision. Alors la méditation sur la bienveillance, quant à elle, permet une meilleure gestion des émotions, car elle engendre en fait un changement fonctionnel permettant une meilleure cohérence entre les différentes aires du cerveau. Alors elle permet d'améliorer notre rapport à la douleur, diminuer les inflammations, il y a une baisse des leucocytes et renforce globalement le système immunitaire. Bien, avec tout ça, j'espère que vous comprenez un petit peu plus ce qui se passe dans le cerveau lorsqu'on médite, l'impact que ça peut avoir dans notre quotidien, sur nous-mêmes. Likez, partagez, laissez-moi des commentaires. Je vous souhaite de belles séances de méditation. Je vous dis à bientôt. Ciao!